Ah bah ça a sacrément changé ici quand même. Ah bah Régis, vous êtes là. Bonjour Nicolas, est-ce que vous avez fait bon voyage? Beaucoup plus vite que l'époque. N'est-ce pas? Ils vont vite les trains aujourd'hui. Ah bah oui, excusez-moi. Une demi-heure j'ai mis pour faire de Mulhouse à Colmar. Vous vous rendez compte? Considérablement raccourci. On mettait 5 heures avant pour aller à Strasbourg. Alors qu'est-ce que vous voulez me montrer ici, Régis? Eh bien ici nous sommes au musée d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar et je pense qu'on va ensemble voir des choses qui vont vous rappeler des souvenirs. D'accord, bah allons-y Régis, allons-y. Allez, je vous suis. Après vous. Alors dites-moi Régis, qu'est-ce qu'on fait ici exactement? Eh bien vous voyez, on est au cœur de la biodiversité alsacienne avec tous ces animaux très représentatifs. Et Claire Prêtre, la directrice des lieux, va tout vous expliquer. Enchanté madame, Nicolas K. Bonjour Monsieur K, bonjour Régis. Bienvenue au musée d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar. Ben, merci de nous recevoir. Avec plaisir, je suis très heureuse de vous recevoir en effet puisque nous conservons notamment des collections collectées par la Société industrielle de Mulhouse. Ah, des pièces de la cime alors? Des pièces de la cime, absolument. Est-ce que vous souhaiteriez les voir? Ah bah je suis très curieux, allons-y, je vous suis. C'est Écoutez, parti, suivez-moi. merci Régis, hein, merci. Je vous en prie. Alors Claire, dites-moi, combien vous avez d'objets de la cime exposés dans ce musée? Alors nous en avons un peu moins de 150 qui sont essentiellement des objets d'Égypte ancienne ou bien des collections d'ethnographie extra-européenne et c'est par là qu'on commence. Je voulais vous présenter dans cette vitrine cet ensemble de petits tampons à tapas. Donc, qui viennent d'Océanie. Il s'agit de petites baguettes de bambou, vous voyez, qui ont été gravées pour reproduire un motif ensuite sur divers tissus. D'accord. Donc ça servait à écrire en quelque sorte? Ça servait à orner. À orner. Voilà. Et ce qu'on voit à côté, le crâne, qu'est-ce que c'est exactement? Alors à côté, c'est une pièce assez rare que conserve la Société d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar, qui a été donnée à la ville en 1845 par un commandant de marine, Jean-Daniel Rohr, qui a récupéré ce crâne trophée des îles Marquises. Donc en réalité, il y a véritablement un crâne humain qui est caché sous ce tissu et dessus sont reproduits en fait les tatouages que portait cette personne de son vivant. Oh, très impressionnant. Très impressionnant. On va voir une autre pièce? On va continuer, venez. Allons-y. Voici une vitrine d'objets d'Égypte ancienne. Vous avez à la fois des objets d'origine cultuelle et des objets d'origine funéraire. Et ici se trouvent un petit peu côte à côte des objets de la Société industrielle de Mulhouse et des objets de la Société d'histoire naturelle et d'ethnographie. On voit qu'ils forment un peu un tout cohérent et qui se répond plutôt bien. Attendez, c'est un chat qui est momifié là-bas? C'est tout à fait ça, oui, c'est un chat qui est momifié. C'était une offrande en fait pour certainement une déesse peut-être basse-tête qui est représentée avec une tête de chat ou complètement sous forme de chat. Et vous le voyez, nous avons également un faucon naturalisé qui vient aussi de la cime et qui a dû être offerte à un autre dieu, probablement Horus. D'accord, très intéressant. Et ces petites statuettes là, qu'est-ce que c'est? Ces petites statuettes, ce sont des oucheptis, on les appelle aussi des shawaptis. Et ce sont des petits serviteurs que l'on met auprès du défunt en fait, dans sa tombe afin qu'il travaille à sa place. Ah, donc c'est des gens qui étaient là pour travailler à la place des morts, c'est ça? Des petits serviteurs. Des petits serviteurs, très intéressant. Et donc là, il y a plusieurs objets qui appartenaient à la cime, c'est ça? Exactement. Certains de ces oucheptis sont propriétés de la cime, effectivement. De même que ce masque funéraire qui est complètement repeint de noir, comme ça a été la mode à une époque. Nous avons aussi cette stèle que vous pouvez voir ici, vraiment dans le style égyptien, avec toutes ces têtes de profil en isocéphalie, qui est à la mémoire d'un défunt également. Je me rappelle, à la cime, on avait un moment un sarcophage avec une momie. Il serait pas chez vous par hasard? Si, tout à fait. Est-ce qu'on peut aller le voir? Mais bien sûr, je vous en prie. Eh ben, allons-y alors. Venez. Je suis impatient. Maintenant que je la vois, je me rappelle. De mes souvenirs, elle est arrivée en 1831 à la cime, mais il y en avait deux à l'époque. Et vous l'avez eu en quelle année, vous, dans votre musée? Alors la cime nous l'a confiée dans les années 90. D'accord. C'était à l'aune d'une exposition sur l'Égypte, la femme en Égypte ancienne. Et du coup, cette momie était tout indiquée puisqu'il s'agit justement d'une femme. Et puis, je pense qu'elle est mieux conservée chez vous.
Oui, et puis elle permet de faire un ensemble, effectivement, par exemple avec les 2 autres momies que nous conservons dans cette salle. Mais celle-ci est vraiment un très bel exemplaire avec son enveloppe de cartonnage et ses belles peintures, cette coulure de résine qui est un petit peu atypique et qui est actuellement encore l'objet d'étude. Ah bon, comment ça, on ne sait pas ce que c'est alors, cette coulure noire sur le sarcophage? Alors on sait un petit peu quelle est la matière, c'est une forme de résine, mais effectivement on ne sait pas dans le cadre de quel rituel exactement était versée cette résine noire qui couvre en fait le décor sur le cercueil. Et les bandages sont toujours dessus sur celle-là, d'après ce que je peux voir. Vous ne l'avez pas ouverte alors, du coup vous avez... Oui, celle-ci n'a pas été débandeletée comme ça a pu être le cas pour d'autres momies, mais on connaît quand même l'identité de la défunte parce que c'est écrit sur son cercueil au niveau des pieds. Elle, du coup, son nom? Elle s'appelle Jedmuti Wesank. Je n'y arriverai pas. Et quel titre elle avait? Parce que pour être momifié et mis dans un sarcophage, il faut être quelqu'un d'important à l'époque. En tout cas, pour avoir un certain niveau d'embaumement, il faut avoir des moyens financiers aussi en conséquence. Et effectivement, elle appartenait à l'aristocratie religieuse puisqu'elle était chanteuse d'amont. D'accord. Écoutez, c'est très intéressant. Ça me rappelle plein de souvenirs. Je me rappelle de sa place exacte à la cime. Et je suis très ravi qu'elle soit maintenant entre de bonnes mains et que beaucoup de gens puissent venir l'admirer. Est-ce que vous avez encore quelques pièces à me faire découvrir? Oh bien sûr, oui, j'en ai fait une petite sélection. C'est vrai? Eh ben, écoutez, je vous suis. Allons-y. Suivez-moi. Là, je vous ai préparé ici une petite sélection d'objets collectés par la Société industrielle de Mulhouse. Ah, très intéressant. Donc tous ces objets-là viennent de la cime? Tous ces objets-là, effectivement, ont été collectés par la cime. Ils viennent de tous les continents. Ce sont des collections, comme on le dit, extra-européennes, d'Asie, d'Amérique. Est-ce qu'il y a un objet en particulier qui vous intéresse ou qui vous interpelle? Ah ouais, cette lame en acier, là, qu'est-ce que c'est exactement? Alors ici, on est face à 2 kriss qui proviennent de Malaisie, probablement. Donc ce sont des lames qui, vous voyez, sont formées d'un alliage entre 2 métaux qui ont un effet un petit peu damassé. Et ces lames, en fait, sont à chaque fois personnalisées à l'image de son propriétaire, à tel point, en fait, qu'elles peuvent parfois l'incarner, le représenter. Semble-t-il que vous pouviez envoyer votre lame pour vous représenter à une réunion, par exemple. Donc je pourrais déposer ma canne et ça pourrait représenter, par exemple, pour réunion, une future réunion. Tout à fait, effectivement, si vous n'avez pas grand-chose à dire. J'ai toujours plein de choses à dire. Ah, oui, bon. Et cette lance-là au milieu, du coup? Alors cette lance, elle a une autre provenance, elle vient du Nagaland, qui est une région en Inde, à la frontière du Myanmar. Et cette lance, donc elle est en bois, comme vous pouvez le voir, avec des éléments métalliques, mais également recouverte de poils, d'un décor de poils, a priori poils de chèvre teint. Et donc elle fait partie un petit peu du costume traditionnel du guerrier au Nagaland. D'accord. Et cette canne, je pense que ce n'est pas... on pourrait échanger éventuellement parce que je la trouve très belle. Alors, elle est très belle, mais elle n'a pas tout à fait la même fonction, puisqu'il s'agit en fait d'un casse-tête qui vient de Mélanésie. Un casse-tête? Un casse-tête, tout à fait. Donc c'est une arme face à laquelle nous nous trouvons. Et comme son nom l'indique, qui est un objet contondant qui sert à la guerre, elle est en bois. D'accord. Et elle est constituée selon les caractéristiques du bois, donc au niveau du nœud et des racines où la matière est plus dure, c'est l'endroit qui va être le plus adéquat pour pouvoir se défendre ou attaquer. Intéressant. Alors attendez, et cette grande, c'est pas une feuille, je pense, ça doit être un bouclier, c'est ça, en forme de feuille Oui, c'est vrai qu'elle est un peu une forme de feuille. En effet, il s'agit bien d'un bouclier. Donc, elle a une poignée derrière cette feuille et c'est un petit bouclier d'origine australienne. D'origine australienne. Voilà, avec un décor gravé, très géométrique, recouvert encore d'une matière blanche, peut-être de la chaux. Alors, vous parlez d'Australie, je vois le boomerang à un côté. Ça, c'est australien aussi. Absolument, tout à fait. C'est un boomerang australien. C'est vrai que cet objet, il est très associé à ce pays et à la culture aborigène. Donc c'est une arme également, arme de jet, qu'on lance selon le modèle qui revient ou non, selon le geste aussi, qui sert à la chasse, qui sert à la guerre, mais qui peut servir aussi au jeu. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, c'est devenu un sport. Le lancer de boomerang est un sport. Absolument. Tous mes potes.
Et ce petit objet là, avec quatre yeux dessus, qu'est-ce que c'est? Vous voyez très bien, effectivement, c'est un petit bouclier également, mais qui lui provient des îles Moluques, qui est individualisé, personnalisé par famille. Il a des incrustations de nacre, puisque nous sommes dans un archipel, donc très lié à la mer. Et les quatre yeux dont vous parlez, effectivement, ces motifs en forme de goutte, pourraient représenter les yeux des ennemis de la famille, de l'individu auquel appartient ce bouclier. Pas beaucoup, du coup ils n'étaient pas très méchants. Peut-être pas. Et là c'est poteries, du coup on voit des animaux dessus, je vois un jaguar, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, alors c'est un petit ensemble de poteries précolombiennes qui proviennent du Pérou, de la culture Chimú. Cette culture, elle existe entre 1000 et 1450 de notre ère. Et effectivement, vous voyez différents animaux, donc un jaguar, un oiseau, des petits tatous, et également une figure anthropomorphe. En fait, ce personnage, on le voit, il tient une petite bourse et il a la joue assez pleine. En fait, c'est un chaman qui est en train de mâcher la coca. D'accord. Voilà, il le fait pour pouvoir rentrer en transe et rentrer dans les inframondes, communiquer avec les esprits. Les inframondes, c'est? Les inframondes, donc c'est une croyance de cette culture, de considérer qu'il y a d'autres mondes, et notamment un inframonde sous terre, auquel on peut accéder qu'à certaines conditions. Et très souvent, le chaman essaye de prendre une forme animale pour y accéder. Le jaguar est une de ses formes préférentielles. Très intéressant. En tout cas, ce que je peux voir, c'est que la cime a été un acteur assez important dans le développement de la culture alsacienne et du Haut-Rhin. Exactement, c'est vrai que toute cette collecte d'objets extra-européens a permis de donner accès à beaucoup d'Alsaciens, Mulhousiens, Colmariens aujourd'hui, à des objets qui viennent de différents continents, de très loin, qui n'étaient pas accessibles à tout le monde dans un premier temps, ouvrir vers d'autres cultures. Le rôle un petit peu philanthropique et d'éducation de la société industrielle de Mulhouse se retrouve tout à fait et joue encore son rôle aujourd'hui au musée à Colmar. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette visite. Je vais rejoindre Régis qui est parti, vous connaissez, un peu fouillé, un peu farfouillé dans tout le musée. Je vais le rejoindre, on va rentrer. Entendu. Je vous remercie beaucoup pour cette visite. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Écoutez, avec plaisir, vous êtes le bienvenu. Merci, au revoir. Au revoir. Alors Nicolas, comment avez-vous trouvé la visite? Extraordinaire. Claire m'a fait découvrir le musée et m'a montré des anciennes pièces qui étaient à la cime. C'était parfait. Vous avez pu renouer avec vos chers souvenirs, la momie et quelques autres pièces, mais il faudra que vous reveniez faire l'escape game du cabinet du botaniste. Alors je sais pas ce que c'est, mais si vous me conseillez de le faire, Vous je viendrai apprendrez très vite. D'accord. On va boire un vin chaud au marché de Noël cette fois? Un vin chaud, au marché de Noël. Laissez-vous faire, venez. Vous êtes très surprenant, Régis, très surprenant.